Je vous propose de faire la découverte d'un univers, et là pour le coup on va parler carrément d'imaginaire, avec un ouvrage qui vient de sortir, un ouvrage jeunesse que je vous conseille de proposer aux plus jeunes, dès 8 ans. Ça s'appelle Les Celtigans, et c'est proposé par Nicolas Mitric, et qui de mieux que l'auteur pour en parler. Bonjour Nicolas. Bonjour Xavier. Alors on va parler avec ces Celtigans de légendes arthuriennes, d'univers celtique, de Bretagne, de jeux, de musique, de valeurs. Mais avant, intéressons-nous un peu à votre parcours. Là, pour cet ouvrage, vous êtes à la fois illustrateur et écrivain. Depuis longtemps, vous côtoyez ce milieu, scénariste et illustrateur, mais je crois que c'est pas les études que vous aviez fait au début. Ah non, alors, absolument pas. En fait, je suis parti dans des études qui n'ont absolument rien à voir. Quand j'étais très jeune, c'est comme si que j'avais sauté une classe en fait, et je me suis retrouvé à pas savoir très bien m'orienter. Et pour le coup, je pensais aller en école d'architecture, et je me suis retrouvé en école de mobilier pour fabriquer des mobiliers industriellement. Et c'est à ce moment-là seulement que j'ai compris que ma voie c'était plutôt vers l'artistique. Et j'ai mis assez longtemps à réussir à re-rentrer dans l'artistique, parce qu'il y avait des concours un petit peu trapu à l'époque, peut-être maintenant encore. Mais il m'a fallu 3 ans, et entre-temps, bah, j'ai eu un brevet de technicien supérieur en menuiserie. Voilà, rien à voir avec la bande dessinée ni le scénario pour le coup. Mais du coup, c'est peut-être la première découverte du dessin avec ces études. Alors non, c'est bien avant. Pour le coup, j'aurais vraiment dû m'orienter vers l'artistique plus tôt, parce que moi, j'ai eu la chance, c'est une de mes grandes gloires personnelles, d'avoir vu le premier épisode de Goldorak quand il est sorti en France. Donc là, je ne savais pas à l'époque que ça deviendrait culte à ce point-là, mais je me rappelle très très bien la claque qu'on a eue, mes potes et moi, quand on a vu ça, parce qu'il faut imaginer quand même, à l'époque, c'était Pollux, Color etc. C'était des trucs un petit peu très simples, très enfantins. Et là, on s'est pris une sorte de robot géant sur la face, et pour le coup ça nous a fait un gros choc. Et à partir de ce moment-là, donc on devait être en 78 79, je pense que c'est 78 la sortie du premier épisode, et j'ai commencé à dessiner des Goldorak dans tous les sens. Et j'ai même commencé à essayer de faire un petit peu de bande dessinée avec des copains de l'époque, voilà. Donc mes premières expériences on va dire de dessin de BD, c'était par rapport à ça. Et ensuite, quand j'ai fait justement mes études de menuiserie, bah, je continuais à peindre, et je prenais aussi des cours du soir dans l'école du Perret à Paris, en cours du soir, et je peignais. En fait, je me destinais peut-être plus à la peinture. D'ailleurs, j'ai vendu mes premières toiles vers 13-14 ans. Je me rappelle, c'était ma prof d'anglais qui avait flashé dessus et qui m'en avait acheté deux. Et puis après, j'en ai vendu deux, trois autres, voilà, avant d'intégrer une école de design. Et seulement à ce moment-là, bah voilà, je me suis vraiment plongé complètement dans les études, on va dire artistiques. C'était du design, du graphisme. Et pour le coup, j'ai travaillé en agence. Et seulement quand j'étais en agence, je me suis dit, bah mince, c'est pas encore assez créatif pour moi. Et là, j'ai commencé à scénariser de la bande dessinée. Mais je pense qu'on va l'aborder maintenant, c'est ça? Oui, alors je comprends mieux hein, le côté manga qu'on peut retrouver dans vos ouvrages. Quand vous me parlez Ouais. de Goldorak, du coup, la culture japonaise, c'est une culture que vous avez étudiée peut-être ou qui vous a un peu passionné? Alors, ce qui est assez étonnant, en fait, j'ai fait une sorte de grande boucle, parce que pour le coup, oui, je fais partie des tout premiers à avoir vu des mangas en France, bah voilà, avec Goldorak, Albator, comment dire, Cobra. Moi, j'étais fan de Cobra. Et pour le coup, j'ai fait une grande boucle parce que j'ai commencé par ça. Et en 1982, je suis tombé sur mon premier spécial Strange. Ça devait être le 28 ou 29, celui où il y a Dazzler en couverture. Et là, pour le coup, j'ai été complètement aspiré par les comics, beaucoup plus que par les mangas. Là, je me suis énormément intéressé aux comics. Je les achetais en VO à Album Comics à l'époque à Paris, rue Dante. Et voilà, j'ai été, mais pendant des années, j'ai complètement été immergé dans la culture comics. Puis après, j'ai basculé dans la culture franco-belge. Et c'est rigolo, c'est seulement maintenant que je reviens par la bande à la culture manga. Et je pourrais vous expliquer pourquoi aussi. Il y a vraiment, c'est une vraie volonté, c'est une volonté de ma part de passer par le manga. Je peux vous dire ou maintenant ou après pourquoi, comme vous voulez. Alors avant, on va peut-être s'intéresser au déclic. D'accord? Qu'est-ce qui vous est arrivé pour arriver dans le milieu de la bande dessinée? Alors, en Ou fait, qui? moi, je lisais beaucoup de bandes dessinées, donc notamment les comics, et je m'amusais à, c'est rigolo, à l'époque, j'avais, je sais pas, 12 13 ans, je m'amusais à envoyer des dessins de fausses couvertures aux éditions Lug à l'époque, qui sont devenues Semic.
puis Panini plus tard, qui éditait tous les comics. Et effectivement, moi, je rêvais de faire des couvertures pour Strange, Spécial Strange et Marvel et tout ça. Et pour le coup, c'est assez rigolo parce que des années et des années plus tard, j'ai eu l'occasion d'en faire pour Marvel. Donc c'est vrai que c'était assez marrant d'avoir une boucle comme ça. Et pour revenir à comment je suis arrivé à vouloir faire la bande dessinée, donc ça c'était les premiers, on va dire que c'était les prémices. Les pré-prémices avant ça, vers 9-10 ans, avec un pote, on dessinait des petites bandes dessinées, mais sans savoir que j'allais faire ça avec un petit garçon, un petit chien, enfin une sorte de truc à la Boule et Bill pour le coup, parce que je pense que mes influences c'était surtout Astérix et Obélix, Tintin, le franco-belge classique. Puis un jour, alors je saurais pas dire l'année, je dirais autour des années peut-être 89, 90, je suis tombé sur trois choses qui m'ont vraiment retourné la tête à l'époque. C'était La quête de l'oiseau du temps, d'une part, L'Incal de Jodorowsky et Moebius, et puis Aqua Blue de Vatine et Kaito. Et c'est vrai que là, je me suis senti basculer du côté franco-belge, notamment vraiment avec La quête de l'oiseau du temps, qui est pour nous tous une série absolument culte. Et puis il faut se rappeler à l'époque, quand c'est sorti, il n'y avait pas tous ces albums de fantasy. C'était non seulement on avait des génies en face de nous avec Loisel et Le Tendre, et en plus c'était parmi les premiers à faire ça. Donc moi je me rappelle très bien du souffle épique qui m'envahissait quand je suivais les aventures de Pélis, de Bragon, etc., du Fourreux. Donc voilà, on va dire que la bascule s'est faite comme ça. J'ai commencé par les dessins animés manga, puis le comics, puis le franco-belge. Et comme je vous le disais tout à l'heure, quand il a fallu à un moment se poser la question de est-ce que je continuais de travailler en agence ou est-ce que je tentais ma chance en bande dessinée, bah pour le coup, c'est assez naturellement que j'ai été vers la bande dessinée franco-belge, et encore que Mourad Boudjelal, l'ancien patron de Soleil à l'époque, me disait vraiment que j'avais les deux influences. Pour le coup, j'avais l'influence comics et l'influence franco-belge. Donc voilà un petit peu le parcours pour en arriver à la BD. Et ça, quand j'ai commencé à lancer mes premiers dossiers, il faut imaginer, il n'y avait pas Internet, ça se passait par la poste, il y avait des pertes de dossiers, il y avait des trucs, c'était assez long. J'ai dû mettre 4 ans à peu près à signer mon premier album. Et je l'ai signé en 98, donc j'ai dû commencer vers 94, je pense, voilà, quand ça faisait peut-être 2-3 ans que je travaillais en agence, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, je ferais bien de la bande dessinée, mais d'abord en tant que scénariste. Et j'avais un ami à moi qui est un ancien camarade de promo qui, lui, dessinait de la bande dessinée et qui rêvait de faire ça. Et pour le coup, on s'est associés, c'est-à-dire je scénarisais, il dessinait. Mais il avait un style assez humoristique. C'est Benoît Vieillard, donc, qui a édité d'ailleurs chez Soleil plus tard, qui édite toujours maintenant de très bons albums. Et pour le coup, il est parti plutôt dans sa voie, plus un peu humoristique. Et je me suis retrouvé sans dessinateur de bande dessinée. Donc là, je savais dessiner, peindre, mais la bande dessinée, c'était un vrai métier. Et c'est pour ça qu'il m'a fallu quelques années avant de prendre le coup de main et de comprendre un petit peu tous les tenants et les aboutissants de la création des pages de bande dessinée. Voilà en gros le parcours. Alors Nicolas Mitric, on peut citer vous l'avez fait, Benoît Veillard, Soleil Édition. Il y a quand même quelques rencontres à noter avec Chris de la Ah oui. BD Kookaburra. Il y a aussi Stéphane Louis avec qui vous avez travaillé autour des agents intergalactiques. Maintenant, parlons un peu de parce que ça me tenait à cœur, de cet épisode qui a été une belle aventure avec les Termites Factory. Là, on peut citer Olivier Perru, Rémi Guérin, Sylvain Dos Santos, un projet qui, sur le fond, proposait de l'écriture transmédia. Il y a eu un jeu, il y a eu un roman. Il y a une BD aussi en cours, il y a une BD d'Harry Louvremonde en cours aussi, en ce moment même chez Glénat. Voilà, c'est un petit peu, on en parle pas trop pour l'instant, mais il y a quelque chose effectivement qui se prépare toujours là-dessus parce que ça a été signé il y a quelques temps. Enfin, je vais revenir, c'est un peu sur tout le parcours de la Termite Factory. Alors, ce qui était intéressant, là, on fait une sorte de grand saut, je sais plus 15-16 ans après mes débuts dans la BD. Pour le coup, j'avais entre-temps fait 27-28 albums, je pense. Pour ma part, j'avais fait vraiment une sorte un tour assez conséquent de ce que je voulais raconter en bande dessinée. Et puis mes petits camarades Olivier Perru et Rémi Guérin, c'était un petit peu pareil. Et on s'est dit, enfin voilà, au détour d'idées, de conversations, on s'est dit tiens, ça pourrait être intéressant de pouvoir monter une structure ensemble d'une
d'une part, continuer à raconter des histoires, mais les raconter sur d'autres supports, le fameux multi-support que permet le transmédia, qui est vraiment très intéressant parce que, juste un petit peu pour éclairer les gens sur ce mot qui paraît compliqué mais qui est très simple, en fait, c'est le développement d'un univers narratif, mais sur plusieurs plateformes, et chaque partie de l'histoire va être développée sur une plateforme en particulier. On va prendre, c'est le plus connu, Star Wars comme exemple, où ils vont raconter un arc narratif dans la série, dans la saga des films, un autre arc narratif sur les romans, un autre sur la BD, etc. Et le tout fait une sorte de grande cohérence narrative et très très riche, et notamment quand on est geek comme je le suis, et je crois que vous l'êtes un petit peu aussi, et bien dans ces cas-là, ça permet effectivement d'être dans un univers, d'être complètement immergé dans un univers complet, global. Et ça, en tant que créateur d'histoire, je pense, c'est la plus belle chose qui soit, le plus beau terrain de jeu qui soit. En tout cas, ça c'est certain pour le coup. Et donc, avec les Termite Factory, notre volonté, c'était de faire ça. C'était de pouvoir développer en natif, c'est-à-dire dès l'origine des projets, des arcs narratifs différents sur un même thème. On a l'exemple, par exemple, de Daryl, qui a très bien marché en roman, qui a été ensuite édité par Michel Lafon en roman. Là, il y a les éditions de Glénat qui ont été intéressées par la bande dessinée, donc on va avoir un autre arc narratif par rapport à ça, voilà. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, les Termite Factory se sont arrêtés, pour le coup, et on est tous repartis vers nos créations. Par contre, il n'est pas impossible qu'il y ait des développements ultérieurs des licences. Ça reste encore dans les questionnements de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut pas faire, de ce qu'on a le droit de faire, de ce qu'on n'a pas le droit de faire. Voilà, ça reste encore à ce niveau-là. Alors, les Termite Factory étaient basés à Nantes. Daryl Ouvremonde touchait un petit peu déjà à la culture de l'imaginaire, voire lorgnait un peu du côté du celtique. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous êtes intéressé aux légendes celtiques, ou c'était quelque chose qui vous passionnait déjà? Alors, moi, c'est quelque chose qui me passionne depuis très longtemps, Rémi Guérin aussi, pour le coup. Et alors, dès l'origine de la société, moi, j'ai tout de suite dit, sincèrement, maintenant qu'on est sur Nantes, parce que moi, je suis né à Paris, j'ai vécu à Paris pendant 46-47 ans. Et quand je suis arrivé à Nantes, je me suis dit, voilà, on est dans la Bretagne, donc côté Nord-Loire, on va dire, parce qu'après, il y a des débats, mais malgré tout, on est quand même dans la Bretagne ici. Et c'était intéressant de pouvoir justement jouer avec ce patrimoine culturel très très fort, le côté celtique où il y a des imageries, où il y a bien sûr les légendes arthuriennes, où il y a du graphisme avec tout ce qui est principe de nœuds celtiques et de choses comme ça, un très fort patrimoine musical aussi, voilà. Donc c'était vraiment quelque chose qui moi m'intéressait beaucoup, notamment parce que chez Soleil il y a un label qui s'appelle le fameux label Soleil Celtique, tenu avec brio par Jean-Luc Istin, et qui a fait plus que ses preuves, puisqu'il a su montrer que à partir de cette seule région, il a pu développer tout un tas d'univers justement de narration. C'est pour prouver que c'est très riche, en fait, la région est très très riche à ce niveau-là. Et quand on prend le celtique au sens plus large, eh bien là, on est sur huit nations celtes plus la diaspora celte. On pourra en rediscuter après, mais effectivement, ça multiplie les possibilités créatrices, voilà, sur le thème des univers celtiques. Donc c'est plutôt à ce moment-là, c'est-à-dire que Daryl Ouvremonde, c'est plus quelque chose qu'a amené Olivier Perru, un univers un univers fort qu'il avait en lui. Et dans la foulée, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait proposer derrière pour le coup, et très rapidement sont arrivés le coffret des jeux celtiques légendaires qui a eu son heure de gloire, et notamment il y a 2-3 ans quand on était au Festival interceltique de Lorient, où je me rappelle avoir dédicacé plus de 500 coffrets. C'était assez rigolo parce que bon, les bandes dessinées, on les dédicace à plat. Là, il y a quand même un rebord de 5-6 cm, donc c'était un coup à prendre comme dédicace. Je pense que voilà, j'ai un poignet un petit peu optimisé maintenant pour les boîtes de jeux. La culture de l'imaginaire, les légendes arthuriennes, l'univers celtique, il en est fortement question dans ce nouvel ouvrage, Les Celtigans, paru du coup chez un éditeur breton, Cop Breads, Beluga. On peut parler de ces Celtigans parce que ça fait quand même quelques semaines que on peut, si on vous suit sur les réseaux sociaux, vous avez proposé à toute une communauté de participer en fait à une partie de la création de ces Celtigans.
Enfin, ça fait même beaucoup plus que quelques semaines, ça fait 1 an et demi. On se rapproche des 2 ans. Alors, si les gens vont sur la page, j'ai créé une page Facebook dédiée. Il faut chercher les Celtigans, Celtigans, voilà, les Celtigans. Vous tombez sur la page dédiée, on est 1700 pratiquement à bien s'amuser autour de cet univers. Et mon idée, c'était de montrer la création d'un univers justement de son origine et toute son évolution pratiquement au jour le jour. Donc si les gens s'amusent à aller voir un petit peu les premières photos que j'ai postées il y a 1 an et demi, où il y avait les premiers retours autour de ça, ben on avait les prémices des logos, on avait les premières recherches sur Braze, le héros, qui n'avait pas du tout la même tête, il avait des gros yeux, enfin j'ai vraiment énormément évolué et c'est assez rigolo parce que justement l'avantage des réseaux sociaux c'est qu'on peut faire participer tout le monde, c'est qu'on peut s'amuser ensemble, c'est vraiment ça qui devient intéressant et régulièrement j'ai fait voter la communauté sur des couleurs, sur des chapeaux, sur des choix de coupe de cheveux, de logos, etc. Et ça me plaît vraiment beaucoup parce que ça prolonge un petit peu l'expérience que j'ai pu avoir parce que j'ai fait environ 15 ans de dédicace et quand on croise les gens, bah là ça devient intéressant, c'est quand même un métier assez solitaire qu'on fait et quand on peut voir des gens et échanger avec eux, voilà ça devient intéressant et l'avènement des réseaux sociaux peut amener ça. Voilà, on a une sorte de terrain de jeu tous ensemble. Bien sûr, il y a quelqu'un qui a une sorte de chef d'orchestre, c'est moi, mais je propose effectivement de pouvoir jouer parce que j'aime bien le principe du jeu et c'est intéressant de pouvoir s'amuser tous ensemble et j'ai l'impression que ça plaît bien. Donc, alors je pense que vous avez vu un des derniers jeux en date, c'est que j'ai proposé un certificat un bouclier d'honneur pour les 1000 premières personnes à s'être abonnées à la page et il y aura des boucliers d'honneur. Voilà, tous les 1000. Là, on en est à 1700. Donc, dans 300 abonnés de plus, on aura un nouveau bouclier, etc., etc. Il va y avoir d'autres choses dans ce sens. Voilà. Et puis d'ailleurs, pour aller dans le sens du jeu, alors je sais pas si vous pensiez l'évoquer après, l'histoire du cœur de la table ronde dans le livre, on l'évoque maintenant, on l'évoque après. On va en parler. Avant, on va en parler. J'aimerais qu'on parle un peu de cette création d'univers parce que du coup vous l'avez proposé à un univers jeunesse. Vous auriez pu très bien faire que cet univers soit plutôt adolescent ou même adulte, parce qu'après tout les légendes arthuriennes ça peut être très adulte comme univers. Tout à fait, tout à fait. Si vous avez, comme vous me connaissez un petit peu maintenant, et si vous avez suivi, enfin si les auditeurs ont un peu suivi ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut savoir que les Celtigans c'est un univers transmédia, c'est-à-dire que bien évidemment en tête, j'ai déjà des développements de romans, on va dire à la Harry Potter. J'ai des prémices d'idées sur du roman, ce qu'on appelle young adult, qui est le public un petit peu au-dessus. J'ai même des idées de petits livres façon Monsieur Madame pour dès 3 ans dans l'univers des Celtigans. Le rêve après, c'est d'aller beaucoup plus loin, d'aller vers la boîte de jeu et puis pourquoi pas le dessin animé, des choses comme ça. Où là, on aurait bien sûr toujours sur le principe du transmédia, c'est-à-dire chaque support amènerait une richesse narrative supplémentaire. Et donc, pour rejoindre votre question, effectivement, on peut et on va avoir des développements pour tous les âges de l'univers du Celtic. En tout cas, c'est une volonté forte. Cet univers-là, je l'ai créé justement pour être très très longtemps dessus. Moi, personnellement, j'aimerais bien m'y installer pendant des années, car j'y suis bien. Et puis on a des notions de valeurs qui sont derrière, qui me tiennent à cœur. Et je pense qu'on reviendra peut-être sur ces notions de valeurs qui me tiennent à cœur dans ce projet. On va en parler maintenant parce que on va parler de ce héros Braze qui est une sorte de Corrigan, ces petits êtres. Alors c'est un Celtigan, vrai. C'est un Celtigan. C'est des cousins mais sympathiques des Corrigans. Voilà. On va dire. D'ailleurs, les Corrigans les aiment pas beaucoup, surtout les Corrigans écarlates qui veulent leur croquer les oreilles. Oui, on va dire c'est de la famille du petit peuple. C'est-à-dire le petit peuple, ça va être les lutins, les corrigans, les léprechauns, les choses comme ça, qui vont un petit peu peupler tous ces univers, toute cette forêt de Brocéliande, puisque le principe de l'histoire commence à Brocéliande, bien évidemment, forêt magique s'il en est, au cœur de la Bretagne. Et puis siège des légendes arthuriennes, puisqu'on y retrouve la fontaine de Barenton, c'est-à-dire la fontaine de Merlin, le tombeau de Merlin, où d'ailleurs il n'est pas mort, Merlin, parce que c'est un tombeau où il était en dormition, c'est-à-dire qu'il a subi un mauvais sort de Viviane, mais dans mon histoire il revient justement.
Oui, on retrouve Merlin sous forme d'hermine, et puis il y a ce petit héros qui est assez imbu de lui-même, qui veut être la réincarnation, en tout cas celui qui se rapproche le plus proche L'héritier, de ouais, l'héritier l'héritier, ouais, c'est ça. d'Arthur. Et puis, Complètement. comme je vous le disais en préparant cette interview, on a presque envie de lui coller quelques claques parce qu'il est énervant, mais c'est fait exprès parce que justement vous développez des valeurs fondamentales et on va apprendre à voir ce héros, à le voir changer au fur et à mesure. Complètement. Bah, en fait, l'idée, c'était ça. C'est-à-dire que vraiment, l'univers des Celtigans a été fondé sur les valeurs. Et sur ce premier opus, j'en ai choisi deux qui sont très importantes, qu'on retrouve dès les premières lignes du roman, où Merlin explique justement à Braise que il veut fonder une nouvelle confrérie des Chevaliers de la Table Ronde, puisque ça se passe de nos jours, parce que l'ancienne quête, la quête du Graal, a été accomplie, et que pour lui, pour Merlin, il est important de réenchanter le monde. Et je pense qu'on sera un petit peu tous d'accord que on pourrait tous effectivement se dire ce serait intéressant de commencer à réenchanter le monde. Et pour ça, Merlin a réfléchi sur l'ancienne quête et sur les anciens chevaliers de la table ronde, et il explique à Braise et à ses cousins et cousines qui sont là, ils sont quatre Celtigans, et il leur explique qu'il a commis deux erreurs. Et en fait, la première erreur, c'est qu'à l'époque, il y avait que des chevaliers hommes. Et il dit, bah, ça, c'est pas normal. Il faudra maintenant qu'il y ait autant de chevaliers que de chevaleresses. Et donc, il va entre guillemets recruter autant de chevaliers que de chevaleresses. Et d'ailleurs, j'étais il y a une semaine et demie, 10 jours, faire des ateliers et proposer l'univers dans des écoles, dans des primaires. Et effectivement, quand j'interrogeais les enfants autour de ça, je disais, ben voilà, c'est normal que dans la cour d'école, on a autant de filles que de garçons, on part tous à l'aventure ensemble, etc. Et tous tombaient tout à fait d'accord dessus. Donc, pour moi, ça, c'est une valeur très importante de retomber sur ça, sur le côté autant de chevaliers que de chevaleresses, autant de filles que de garçons. Ça, c'est la première chose. Et ça dérange pas beaucoup Braise dans sa façon de fonctionner, puisqu'il est très bien avec ses cousins, cousines. Voilà, ça lui pose pas de problème. La deuxième valeur qui lui pose un problème, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez évoqué, il veut être l'héritier du roi Arthur, et pour une raison particulière, c'est qu'il rêve de brandir Excalibur, la fabuleuse épée magique. Ça, c'est son rêve depuis qu'il est tout petit, quoi. Il a des mini-posters au mur d'Arthur et de dessins qu'il a fait en train de brandir Excalibur. Sauf que Merlin édicte sa deuxième règle qui est on ne réenchante pas le monde des armes à la main, donc il n'y aura plus d'armes. C'est-à-dire, il a commis l'erreur la première fois d'avoir des chevaliers avec des armes à la main, des épées. Eh bien, cette fois, il n'y aura plus d'armes. Et alors là, ça pose un vrai problème pour Braise. C'est ce qu'on appelle le dilemme du héros. Quand on crée des histoires, on doit créer un dilemme pour le héros. Est-ce qu'il va choisir parce que dans sa tête, être un vrai chevalier, c'est porter une arme brandir une arme au-dessus de sa tête. Effectivement, est-ce qu'il va choisir le côté de l'arme, ou est-ce qu'il va choisir quelque part d'être réellement l'héritier d'Arthur, mais en choisissant les nouvelles valeurs, c'est-à-dire de suivre Merlin dans sa nouvelle quête et en choisissant la nouvelle valeur. On retrouve bien sûr les grands archétypes qu'on peut retrouver dans Star Wars avec le côté obscur et la lumière des Jedi, etc. Donc voilà, ce sont des choses importantes. Donc on commence sur ces deux premières valeurs-là. Mais je peux déjà dévoiler une valeur qui va être développée dans le second opus, hein, que je dois boucler là pour fin août et qui sera normalement dès octobre dans les librairies. C'est un univers qui va quand même se développer assez rapidement et ça c'est plutôt une bonne chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement il a une petite cousine qui s'appelle Alba, qui est sa cousine d'Écosse, et elle rêve d'être la reine des licornes. Sauf qu'elle parle beaucoup, elle parle même plus que moi, c'est pour dire. Et sauf que en parlant, elle dit beaucoup de mensonges quand même. Et à chaque fois qu'elle dit des mensonges, pour le coup, bah, son pouvoir magique que lui a conféré Merlin ne peut pas s'activer, ne peut pas être là. Donc elle va devoir apprendre, bah, tout comme Braise va devoir apprendre à calmer sa colère, parce que lui sa problématique c'est la colère. Bah, elle va devoir apprendre à mieux maîtriser sa parole pour pouvoir développer complètement son pouvoir magique. Et l'idée c'est toujours derrière, puisque c'est un public dès 8 ans, c'est de pouvoir amener aussi dans les cours d'école que les enfants s'amusent, bah, peut-être plus avec des armes, mais avec des pouvoirs magiques positifs, et qu'ils arrivent à trouver des solutions plutôt positives que de se mettre sur la tronche pour régler les choses. Et je l'ai vu d'ailleurs quand j'étais en atelier, comme je le disais, c'est une gageure assez importante, ma foi. Et puis apprendre à faire équipe, à faire confiance, à Complètement. compter sur les autres, à dire la vérité aussi. Va y avoir beaucoup de choses. Effectivement, au fur et à mesure des tomes, en fait, il va y avoir normalement, si la série bah, se passe bien, on a 13 tomes indépendants. Il y a juste à lire le premier tout d'abord, parce il pose un petit peu l'univers. Mais le principe, c'est que Merlin, lors de la première quête
du Graal, la table ronde a été séparée en 12 parties et les 12 parties ont été cachées dans 12 endroits secrets en Bretagne. 12 endroits différents secrets en Bretagne et chaque tome, quelque part, va visiter une région, un endroit en Bretagne pour pouvoir retrouver cette fameuse partie et à chaque fois, Braise va devoir trouver un gardien du morceau de la table ronde. Et comme c'est plutôt bien fait, à chaque fois, chaque tome va visiter quelque part une valeur ou quelque chose qui va, notamment effectivement le travail d'équipe, les fausses croyances, c'est-à-dire qu'il a un petit cousin par exemple, il a pardon une cousine qui s'appelle R, qui elle effectivement vient d'Irlande. Et elle, tous les enfants de son âge ont trouvé un trèfle à quatre feuilles. C'est obligé quand on est un Celtigan d'Irlande. Sauf qu'elle, elle en a toujours pas trouvé. Et elle a développé une fausse croyance qui est qu'elle est malchanceuse. Et pareil, Merlin lui dit, tant que tu croiras que tu es malchanceuse, tu peux pas faire apparaître ton sceptre magique. Et son sceptre lui permettra justement d'envoyer des tout petits trèfles à quatre feuilles sur les gens pour leur donner de la chance. Vous voyez, à chaque fois, il y a ce principe-là. Et il y a un quatrième petit personnage, le petit Simrou, qui lui, effectivement, est le plus petit de la bande. Les Celtigans sont hauts comme 3 glands. Lui, il est haut comme 2 glands, c'est pour dire. Et donc, il se dit, je suis plus petit, j'ai peur, je suis plus petit que les autres, etc., etc. Et tant qu'il n'arrive pas à vaincre sa peur de ça, il va pas pouvoir activer sa fameuse armure de dragon rouge, puisque lui, il vient du Pays de Galles, et que le dragon rouge, le fameux Hydreigoc, est sur le drapeau du Pays de Galles, et il ne va pas pouvoir activer son armure qui le rend fort, assez fort, pour aider ses cousins, cousines celtigans. Donc voilà, on va revisiter un petit peu tout ça au travers des tomes, qui, je le rappelle, se lisent indépendamment, sauf le premier. Des petits volumes d'une centaine de pages, C'est ça. c'est vraiment bien fait, c'est illustré tout du long par vous avec ces personnages qui sont à la fois on dirait des petits bonhommes issus de manga ou de jeux vidéo. Il y a un C'est vrai ça. travail d'édition formidable. Dans ce premier tome, il y a même la table ronde à construire façon Paperboy, qui c'est absolument super. Les enfants adore, je peux vous le dire, le visuel est accrocheur, c'est facile à lire dès 7 ans même, puisque moi mon grand a 7 ans et il lit ça facilement, donc c'est super génial. Vous l'avez compris, c'est un univers riche. La Bretagne est là, les légendes arthuriennes, les légendes celtiques en général. C'est actuel puisque on voit les humains, ces grands écrabouilleurs qui sont là. Oui, les géants piétineurs. Les géants piétineurs, ouais. Et puis il va y avoir des aventures puisqu'effectivement, s'il n'y aurait pas de héros, s'il n'y avait pas de vilains. Exactement, oui, Wizou l'infâme. Alors ça, on y reviendra, on le verra plus tard, mais effectivement. Alors déjà, je vais visiter un petit peu tous les grands vilains du folklore breton, puisqu'on va retrouver l'Ankou, on va retrouver des Korrigans, mais des Korrigans écarlates. On aura aussi des créatures, des gobelins qu'on appelle les gobelins zinzins. On va avoir des choses comme ça. Braise et ses cousins cousines vont être confrontés, bien sûr, à tout un tas d'ennemis qui commencent à se rendre compte, c'est-à-dire que le grand ennemi, c'est l'ennemi juré de Merlin, qui est une sorte de mage sombre. Lui va très rapidement se rendre compte que quelque chose a bougé dans la force, comme dirait l'autre, et qu'effectivement les forces du bien sont en marche pour pouvoir réenchanter le monde. Et lui, ça l'amuse pas du tout, cette histoire-là. Donc, il va petit à petit envoyer ses troupes pour contrecarrer les plans de Braise et de tous les futurs chevaliers et chevaleresses qu'il va associer autour de lui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu l'inscrire vraiment dans un contexte contemporain, parce que moi, mon rêve absolu, c'est qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, dans les cours d'école, les enfants se prêtent à vouloir devenir des futurs chevaliers et chevaleresses de la nouvelle table ronde afin de réenchanter le monde. C'est vraiment ça, mais notre monde, le vrai monde, pas un monde fictif. Et je pense que, bien évidemment, ça passe par les nouvelles générations. Alors moi, j'ai longtemps officié en bande dessinée dans la science-fiction, les choses comme ça, justement, des personnages armés et tout. Et ça, j'ai complètement arrêté. Et d'ailleurs, à tel point qu'en dédicace, ça a surpris un peu du monde, puisque j'ai changé ma façon de faire dédicace, puisque mes anciens héros, je les revisite avec le style des Celtigans, et ils n'ont plus d'armes. On va avoir d'autres choses à la main beaucoup plus amusantes. Mais je sais que j'ai fait ma première séance de dédicace à Bray-sur-Seine il y a 10 jours, et ça surprenait les gens. Et pareil, j'ai pu poster sur ma page des Celtigans à quoi ça ressemblait. C'est assez rigolo de retrouver mes anciens héros, Tessage intergalactique, Dragan Preco, etc. Revisités comme ça, quoi.
Vous l'aurez compris, il y a plus que de l'héroïsme dans ces romans que vous pouvez proposer à vos enfants, vos petits-enfants. Il y a des valeurs à défendre. Quand on parle de chevalier, on parle bien sûr de valeurs héroïques. Merci beaucoup Nicolas Mitric. Merci beaucoup. Les Celtigans, ce premier tome, c'est l'Odyssée du chevalier Braise. C'est aux éditions Beluga. On peut trouver facilement en allant sur le site de www.cop-braise.fr ou aller directement sur la page de Nicolas Mitric, la page Facebook. Vous verrez, vous trouverez toutes les informations. Et il y a même une page Les Celtigans, une page Facebook à suivre absolument. Et en plus, 10 € le roman, c'est à mettre entre toutes les mains, même les grands, ça vous fera du bien. Merci beaucoup Nicolas. Ah oui, tout à fait, juste je précise, effectivement, j'ai choisi d'avoir une double lecture, et les grands peuvent absolument le lire, c'est très important de le dire, c'est très important. Ouais. Merci beaucoup et très bonne continuation avec ces Celtigans. Merci beaucoup, au revoir.